On repart, donc on repart avec... Alors, tiens, et d'ailleurs, est-ce que vous savez que c'est une journée d'action de la CGT aujourd'hui ? Ah non. Clément, tu sais pas. Ça se perçoit Toi, ça se perçoit pas parce que tu toujours lis les beaucoup, Échos comme moi. Voilà. Et ben c'est en lisant l'interview de Monsieur Martinez dans les Échos Oui, que j'ai appris que intéressante d'ailleurs. Oui. que j'ai appris que c'était une journée d'action de la CGT. Ben, voilà. Parce que ça... Non mais alors Bertrand, c'est quand même un sujet quand même la disparition des syndicats, non ? Juste comme ça en incident. La disparition des syndicats. Là, on a affaire à des mots d'ordre nationaux dont on sait très bien qu'ils n'arrivent jamais, depuis de très nombreuses années, à mobiliser. Même sur les retraites d'ailleurs, puisqu'en fait, ils n'arrivent à mobiliser que les grandes entreprises publiques avec des restes de régimes spéciaux. Bon, donc c'est pas une nouveauté. C'est pas au niveau interprofessionnel que ça se passe. Donc, il ne faut pas... c'est du théâtre au niveau interprofessionnel. Moi, c'est la première fois de ma vie de journaliste. Au niveau des branches et encore plus au niveau des entreprises, le dialogue social n'a jamais été aussi vigoureux. Vivant. Et avec des thématiques, et là, il faut rendre grâce à l'élargissement du spectre du dialogue social dans les entreprises prévues, en particulier par les ordonnances Macron de 2017, mais aussi par la loi El Khomri de 2016, etc. Bon, donc, le dialogue social n'est pas mort du tout, il se fait plutôt à bas bruit au niveau des entreprises et dans une moindre mesure sur les branches professionnelles. Et là, la CGT, elle signe plus de 80% des accords. Ouais. Personne ne le sait. Et au niveau interprofessionnel, là où, désolé, mais beaucoup de syndicalistes sont un petit peu hors sol, ça n'embraye pas. Et donc, on a l'impression que le syndicalisme est mort, qu'ils ne servent plus à rien, qu'ils sont complètement coupés de la réalité. D'accord. Mais le syndicaliste, le délégué syndical d'une entreprise, il est généralement pas du tout coupé de la réalité et il fait des compromis raisonnables avec son employeur. Donc il y a un effet de loupe en fait. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a 5000 manifestants seulement et qu'effectivement c'est du pur théâtre qu'il ne se passe rien dans les profondeurs du dialogue social. Et ce que tu appelles l'interprofessionnel, c'est là où les mots d'ordre deviennent nationaux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Quand on quitte avec des confédérations qui n'ont pas toujours prise sur les fédérations d'ailleurs et qui parfois sont totalement autonomistes. Voilà. On pourrait regarder syndicat par syndicat. Il y a des syndicats, je ne nommerai pas, qui n'ont en fait même pas la capacité d'agir sur leur fédération. Parce que chaque fédération est une puissance. Et c'est vrai que moi, je me souviens de discussions avec notamment la CGT Métallurgie, où tu n'avais pas du tout l'impression de parler à des gars de la CGT. Évidemment. Ils parlaient modernisation, robotisation, capital, Évidemment. Marché à l'export. Mais c'est la même chose pour la CFE-CGC, c'est la même chose pour FO. Voilà, bien sûr. Oui. Et ça, c'est sain comme fonctionnement, finalement. On n'a pas besoin d'avoir des syndicats exposés à l'échelle nationale qui ont des propos qui sont parfois des propos politiques, ou tu considères que quand même il faudrait qu'ils aient un tout petit peu plus de lumière ? Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe au niveau des entreprises et des branches professionnelles. Ouais. Voilà. Au niveau national, on doit rester au niveau des généralités et on se rend compte que le dialogue social interprofessionnel, depuis de nombreuses années, est en état de coma dépassé. Voilà, c'est pas là que ça se joue. Mais on en a pas besoin. Ouais, non, mais parce que pour préciser ma question, on peut s'en... Voilà, c'est ça. Tu dis on peut s'en passer. Non, je crois qu'il y a des sujets dont il faut débattre. Je pense que même sur des sujets sur les retraites, on peut pas faire l'impasse par une discussion, mais ça reste de la concertation. Enfin, on va pas. Le sujet des retraites est un sujet qui touche finalement des corporations par corporation. Souvent, c'est pas au niveau national que ça se fait. Ouais. Et à chaque fois que ça explose du côté de la RATP, de la SNCF, le sujet n'est pas au niveau national qui se traite. C'est au niveau des entreprises. Clément, tu as un avis là-dessus ? En fait, ça me rappelle, juste une petite parenthèse historique, je crois qu'il faut se souvenir que les syndicats en France ont deux aspects d'une certaine manière. Il y a là effectivement vraiment l'aspect négociation dans l'entreprise, dans le cadre d'un système qu'on appelle le système paritaire, et qui d'ailleurs pas uniquement vrai dans les entreprises privées, qui s'occupent également par exemple de la gestion de l'assurance chômage. Et là, on a effectivement des syndicats qui effectivement signent les accords, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. C'est un dialogue social à la fois normal et un peu normalisé. Mais il faut se souvenir que la tradition française, et ça remonte à la charte d'Amiens de 1912, c'est des syndicats et notamment la CGT, qui est signataire de la charte d'Amiens des syndicats révolutionnaires, ouais, et qui s'engage non seulement dans le dialogue social, mais pas uniquement dans le dialogue social, mais pour renverser le capitalisme. Et il y a vraiment cette dimension-là, et je rappelle quand même que la CGT, mais d'autres, sont toujours signataires de la charte d'Amiens, et ont toujours pour partie, alors ça peut être peut-être au niveau national, mais garder cette ambition de ne pas être qu'un organe de négociation au niveau microéconomique, quelque part de l'entreprise ou de la branche, mais d'être une sorte de quasi-parti politique parallèle, et cette dimension-là, par contre, elle est extrêmement affaiblie. C'est pas vrai de la CFDT, ça ? Pas du tout, non.
C'est très propre à la Mais CFDT. la CFDT n'est pas dans la tradition de la charte d'Amiens. Ouais. C'est le syndicalisme révolutionnaire. C'est typique des syndicats. C'est Sud, plus c'est à la gauche. CGT. Voilà, Solidaire, FO, etc. Stéphanie, un commentaire là-dessus? En gros, on le voit quand la SNCF est en grève, quoi. Mais à part ça, Oui, c'est ça. Oui, mais tout ce que nous dit Bertrand est très intéressant. Et donc, question du pouvoir d'achat. Donc la question des salaires et du pouvoir d'achat qui s'impose dans la campagne. Et j'ai l'impression, Bertrand, que ça y est, on est en train de totalement buter sur la question du coût du travail. Et qu'on invente, alors tiens, rendons-lui encore hommage, ce que Jean-Marc Daniel appelle l'exil fiscal intérieur. C'est-à-dire que je vois Xavier Bertrand, là, donc, qui détaille une nouvelle prime d'activité XXL, donc moyen de contourner l'ensemble des charges. Je ne dis pas de bêtises, la prime d'activité, elle ne donne pas droit à des cotisations retraite, par exemple. Hein, c'est ça. Hein, Ah bah non, oui, oui, voilà. on n'utilise pas dessus, non. Ah bah oui, mais... Ah oui, oui. non, mais c'est intéressant. Et voilà, c'est intéressant. Donc, Xavier Bertrand, c'est heures supplémentaires défiscalisées, prime d'activité XXL et système de primes qu'on a appelé prime Macron à un moment, qu'on peut donner ponctuellement. Tout ça pour arriver à un salaire qui ne doit pas être inférieur à 1 500 € par mois, moyennant quoi le gouvernement répond déjà que la prime d'activité aujourd'hui amène le salaire le plus faible à 1 464 €. Comment est-ce que tu regardes tout ça ? Bah, déjà, ce qui est extraordinaire, c'est que le pouvoir d'achat est parti pour être un des thèmes centraux de la campagne, Ouais. manifestement. Alors, c'est lié à l'effet loupe de l'inflation sur un certain nombre de produits, bon, l'énergie en L'énergie, particulier, absolument, donc qui mord sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, c'est un premier élément. Alors même que le chômage est encore à 8%. Et quand on regarde les sondages, on se rend compte que l'emploi est très loin derrière les premières revendications qui sont Le pouvoir d'achat. et puis les problèmes de l'environnement. Et alors c'est amusant parce que quand on regarde sur longue période, je m'étais amusé à ça il y a quelques années, si on regarde pour longue période les courbes la courbe de la Sofres non, c'est Ipsos, sur quel est votre thème prioritaire et si on met ça en regard avec la situation du chômage, on s'aperçoit qu'en fait, dès que le chômage est à 8%, la thématique du pouvoir d'achat passe au-dessus des préoccupations, en tête des préoccupations, en tout cas devant le chômage. Ce qui laisse penser que les économistes n'ont pas tout à fait tort quand ils disent que le chômage structurel en France doit pas être très loin de 8%. Avec qu'on est à 8%, des tensions invraisemblables sur le marché du travail. Donc on est au chômage structurel et y compris dans l'opinion, considère qu'il n'y a plus de problème de chômage, alors qu'il y a encore 8% de la population active. Plus, on pourrait quand même ajouter quasiment 2 points de personnes dans le halo autour du chômage, enfin 2,5 points à peu près de la population active. Bon, donc on a quand même une insuffisance de travail en France et c'est la thématique du pouvoir d'achat qui vient en premier. Alors après ça, il y a le gouvernement qui court après le pouvoir d'achat, donc il suit. Le problème, et on l'a déjà vu parce qu'on a de très très nombreux exemples par le passé, c'est que ça ne suffit jamais. C'est-à-dire qu'il y a un écart énorme entre la progression du pouvoir d'achat telle qu'elle est analysée dans les statistiques et elle augmente. Je rappelle que l'année dernière, le pouvoir d'achat, donc le revenu des ménages en réel, corrigé de l'inflation, a augmenté, Absolument. alors même qu'on a une récession de plus 8%. Absolument. Il a augmenté de 0,4. Bon, cette année, il devrait augmenter quasiment de 2%, donc en pouvoir d'achat. Donc les chiffres sont tout à fait éclairants. Donc le pouvoir d'achat des ménages a été totalement préservé au prix d'un alourdissement gigantesque de la dette publique, évidemment. Et en même temps, il y a une insatisfaction sociale énorme parce qu'il y a un écart entre le ressenti et le pouvoir d'achat. Alors par rapport à ça, les hommes politiques réagissent de manière relativement classique en proposant des défiscalisations, des baisses de cotisations, etc. Alors Xavier Bertrand, sa spécificité, c'est qu'il encapsule ça dans un discours assez sarkozyste de 2007 sur le travailler plus. Ah, total, j'allais le dire. Parce que derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a une insuffisance de travail, donc il revient sur la défiscalisation des heures supplémentaires, etc. Mais l'idée est toujours la même, en fait, c'est de répondre à cette
insuffisance de pouvoir d'achat par des mesures fiscales. Mais est-ce que c'est pas aussi quand même, c'est très intéressant. Donc les chiffres, hein, puisque en fait c'est le gouvernement, c'est Bercy dans les annexes au budget qui a envoyé un certain nombre de chiffres et donc qui assure que le pouvoir d'achat a progressé 2 fois plus vite entre 2017 et 2022 que sous les 2 quinquennats précédents, avec un gain plus marqué pour les revenus les plus modestes. Exact. Oui. Le revenu des ménages serait supérieur de 8% en 2022 à ce qu'il était en 2017. Bien sûr. Et donc notamment pour le premier décile, c'est la revalorisation des prestations, et pour l'ensemble de la population, c'est l'effet assez massif de la taxe d'habitation. Voilà. Je précise que le calcul de Bercy prend en compte une perte nette de 2 milliards d'euros avec la réforme de l'assurance chômage. Oui, mais est-ce que ce seuil structurel à 8% n'est pas justement lié au fait que le travail ne paye plus assez? Tu vois, les deux en fait se répondent. Si tu arrives à baisser les charges et à revaloriser le salaire net, puisque c'est ça le sujet, alors peut-être que tu attaques ce socle de 8%. Oui, mais bon, ça a déjà été fait. Encore une fois, il y a des limites à ce qu'on peut faire avec la fiscalité et les mesures sociales. Tout ça se fait quand même au détriment de l'avenir des finances publiques. Parce que tout ça n'est pas financé. Donc, il y a des limites. Si c'est de l'activité supplémentaire, ça s'autofinance. Mais non, non. Mais non, c'est pas. Il y a une perte quand même. On n'est pas encore au niveau de la courbe de l'affaire. On n'est pas au sommet de la courbe. Non. Bon. Mais si c'est de l'activité supplémentaire, si c'est des gens qui retournent au travail alors qu'ils n'y sont plus. Oui, d'accord, mais globalement, ça fait quand même des. Oui, mais d'accord, mais ça fait quand même. Au final, ça fait quand même une baisse de recettes. Ça s'autofinance pas quand même. Voilà. Donc, les seules choses qui peuvent plus ou moins s'autofinancer, c'est des baisses de charges sur les bas salaires, éventuellement ciblées sur le SMIC. Mais là, on a déjà fait tellement qu'on peut plus rien faire. Il n'y a plus de cotisation sociale au niveau du SMIC, enfin de cotisation patronale. Bon. Donc maintenant, la politique alternative, ce serait de baisser les impôts, mais que ce soit financé par des baisses de dépenses. Et or, on sait qu'en France, le sujet, c'est surtout les dépenses sociales. Donc, est-ce qu'on a le courage de remettre en cause certains éléments du modèle social, du remboursement de l'assurance maladie, des retraites? Je rappelle qu'il y a quand même 28 points de cotisation salariés et patronales qui pèsent sur le salaire brut. 28 points de cotisation. C'est le taux le plus élevé, je crois, de l'OCDE, en tout cas de l'Europe. On pourrait peut-être en discuter de ces 28 points. Mais pour ça, en face, il faut faire une réforme assez puissante des retraites, c'est-à-dire ramener l'âge de la retraite, remonter l'âge de la retraite. Voilà. Donc, est-ce que les Français sont prêts à entendre ça? Voilà. Sinon, si c'est pour baisser les cotisations d'un côté et augmenter les impôts de l'autre, c'est pas très intéressant. Stéphanie? Je crois que le sujet clé, ça va être la retraite. C'est aujourd'hui, quand on regarde toutes les mesures qu'on n'a pas fait pendant ce premier quinquennat, la prochaine étape, ça va être d'avoir le courage de se dire 62, 63 ans, 68 ans, on a une amélioration de la santé. En plus, d'ailleurs, on devrait montrer que quand on continue à travailler, on reste en meilleure santé plus longtemps, mais il faut motiver les Français pour leur dire le travail... ça se fait le plus longtemps possible, parce que tant qu'on ne touchera pas à ça, on ne va pas être dans des sociétés où on a 30 ans sans bosser à la charge des actifs, des jeunes actifs. 1,4, c'est ça le chiffre, je l'ai en tête, 1,4 actifs pour un retraité là aujourd'hui. Donc on est quand même pas très loin du... Oui, je crois qu'il est... Non, mais je crois il est bien gravé dans mon cerveau celui-là. Dans mon cerveau de 56 ans, tu vois, 1,4. Oui, mais alors ça veut dire que... Parce que Clément, je sais là, mais c'est un truc auquel je réfléchis en ce moment. Édouard Philippe, donc il part, alors lui, carrément, il monte à 67 ans, voilà. Et il y avait eu une interview du président du Conseil d'analyse économique, Philippe Martin, dans les Échos, il y a 3 semaines, qui était titré d'ailleurs « L'état de nos finances publiques impose la réforme des retraites ». Bon. Mais ça veut dire qu'on considère... Oui, mais attends, Bertrand... Ça veut dire qu'on considère, parce que personne ne parle de baisser les cotisations, dans aucune réforme, ça veut dire qu'on considère qu'on va accumuler des excédents du côté des retraites pour aller puiser dedans et qu'on transforme ça en une sorte d'impôt, comme on l'a fait pour les cotisations chômage. Mais oui, mais et donc on en est là. L'effort qu'on doit faire dans un certain nombre de domaines, qui sont la défense, probablement, la sécurité en général et la défense. La transition écologique, qui va coûter, comme dirait le président de la République, un pognon de dingue. Oui, mais il y en a du pognon pour la transition écologique. C'est pas du pognon public, ça. Il n'y a pas besoin de pognon public pour la transition écologique. Non, mais d'accord, mais il en faut aussi un petit peu. Public ou parapublic, l'investissement dans les centrales nucléaires qu'il va falloir faire de nouveau, c'est de l'argent quasiment public. Enfin, bon.
Donc, il y a des questions d'infrastructure. On va avoir des financements aussi dans l'éducation, la recherche. L'éducation, c'est pas que du public, mais enfin, il faut aussi remettre à niveau nos universités, etc. Bon, tout ça, c'est la même poche. C'est-à-dire, c'est la même poche, c'est de l'argent public, tout ça quand même. Donc, effectivement, le sujet, c'est pas l'équilibrage des systèmes de retraite, c'est bien un sujet global, finances publiques. C'est comme ça qu'il faut le penser. D'accord, Et mais probablement travailler plus longtemps. Les retraites sont un prétexte. À ce moment-là, les retraites deviennent un espèce de... Le problème n'est pas l'équilibre comptable des systèmes de retraite. Non, parce que celui-là, finalement, il n'est pas très très loin d'être assuré. On est d'accord. Oui, enfin, il faut faire pas très très loin, effectivement. Enfin, après, ça dépend des hypothèses. Ça dépend quand même des hypothèses démographiques, mais qui ne sont pas forcément aussi favorables d'ailleurs qu'il y a quelques années. Mais bon, voilà. Il faut, si effectivement on voit ça comme un équilibre comptable du système de retraite, on se heurte effectivement à un vrai argument qui est mais vous n'avez pas besoin de faire une réforme aussi dure. Mais si maintenant vous dites il faut travailler plus longtemps parce qu'il va falloir financer un certain nombre de choses extrêmement lourdes pour notre avenir, là ça devient audible. Peut-être. Clément ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça me passionne comme sujet, oui, ça je rappelle dois la te dire. discussion qu'il y a justement pour distinguer la dépense publique d'investissement et la dépense publique, on va dire, de dépenses courantes. Et c'est Philippe Aghion qui proposait récemment, y compris dans la comptabilisation publique, dans la comptabilité publique et dans d'éventuels nouveaux traités, qu'on sépare la dépense publique, et donc éventuellement la dette publique, qui est liée à des financements type transition écologique, éducation, mais qu'on considère comme des dépenses qui augmentent à long terme la croissance potentielle, des investissements versus la dépense publique de fonctionnement, et la retraite n'est pas une dépense qui augmente la croissance publique, la croissance potentielle. Bon, le problème, c'est que comment on fait une taxonomie de la croissance potentielle Voilà, c'était la réponse. C'était un débat avec Patrick Artus qui lui avait répondu. Il lui avait répondu, mais à juste titre, il lui avait répondu. Alors, on a déjà une taxonomie du vert, on sait ce qui est vert, et maintenant, on va faire une taxonomie de la croissance potentielle. Je veux noter la taxonomie de la croissance potentielle. Taxonomie de la croissance potentielle. Magnifique. Bon, c'est très difficile à faire, et puis déjà qu'on mais a comment quand ça, même du c'est mal. très difficile à faire. Enfin, on voit bien où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on dépense en fonctionnement quand même. Quand tu reconstruis un hôpital, t'investis. Faire un rond-point, c'est la croissance potentielle. Oui, mais même augmenter les profs sans modifier l'organisation de l'enseignement national, dans l'organisation. Sur un sujet qui me passionne. Oui, c'est de la croissance potentielle parce que tu vas aller gagner des profils que tu n'as pas aujourd'hui. Mais c'est très difficile à mesurer. Pour mettre en face des mondes. Est-ce qu'on le met à 100%? D'accord. Est-ce qu'on le met à 100% sur la dépense de croissance potentielle, ou est-ce qu'on le met en partie à comment on pondère? Il est d'accord, Clément, pour augmenter les profs. C'est ça. Sauf que dans mon calcul, c'est pas les profs en université. Pour les doubler ou les tripler. Non, mais c'est juste primaire et secondaire pour moi. Pour toi, c'est trop tard. Juste peut-être une petite remarque sur ce qui a été dit sur Xavier Bertrand améliorer le travail. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, Xavier Bertrand ne propose rien de très différent et que c'est assez quand même technocratique comme mesure. C'est-à-dire que c'est des empilements de mesures qui sont quand même... Il a proposé d'autres. Alors voilà, est-ce qu'il est en désaccord avec la politique actuelle? La réponse étant pas vraiment. C'est ça. Bon, il y a rien. Oui, non mais je suis d'accord. Il y a rien de tellement. Non mais bien sûr. Donc, effectivement, on élargit ce qui existe déjà. Je rappelle quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, que effectivement, la défiscalisation des heures supplémentaires existe déjà, même si elle est relativement plafonnée. Je crois que c'est 5 000 € d'impôt sur le revenu en maximum. Ça rentre dans le calcul général des niches, non? C'est ça? Oui, voilà. Donc ça dépend si tu as une femme de ménage dans exactement. un coin, etc. Et tout, voilà. Bon, c'est ce qui existe déjà c'est la grosseur du trait. Ouais, enfin, grosseur du trait, faut pas, parce que, en fait, je savais pas, j'ai été regarder la prime d'activité, c'est 10 milliards quand même. Oui, bien sûr. Un gros trait. Oui. Mais c'est pour ça, quand c'est 10 milliards, 100 millions ou 5 milliards, 5 milliards. Par les temps qui courent, quand on se réveille le matin, à moins de 5 milliards, t'as pas grand-chose. Hein. C'est ça. Bon, voilà. On va quand même pas mégoter pour 5 milliards d'euros de prime d'activité. Non. Voilà. Je rappelle que la campagne électorale va se dérouler dans un contexte où l'État a abandonné provisoirement toute idée de normes sur les dépenses publiques. Moi, j'ai vécu dans un univers. D'ailleurs. Voilà. Et voilà. Donc, moi, j'ai vécu dans un univers étatique où la construction de la loi de finances, c'était ce qu'on appelait la norme zéro volume, c'est-à-dire que les dépenses de l'État ne devront pas progresser plus que l'inflation. Bon, ça a l'air de rien, ça a l'air un peu simple et voilà, mais compte tenu du fait qu'il y a toutes les dépenses sociales qui spontanément progressent beaucoup plus que l'inflation, en fait, une norme zéro volume, c'est assez exigeant, ça contraignait énormément le budget de l'État. Là, depuis maintenant 2 ans, il n'y a plus aucune norme budgétaire. Donc, à la limite, c'est illimité.
Il n'y a plus aucune force de rappel. Et c'est limité passionnant. pour tous les futurs candidats d'ailleurs. Voilà. Personne Voilà. n'a vraiment envie d'ailleurs. Et en C'est fait, pas le porteur. sujet va Édouard devenir... Philippe, mais c'est parce qu'il n'est pas candidat. C'est ça. Le sujet va devenir européen, c'est-à-dire franco-allemand, et l'Allemagne, pour l'instant, est politiquement inaudible pendant quelques semaines ou quelques mois, puisqu'ils n'ont pas de chancelier. Ouais, Voilà. C'est super. Mais il va y avoir une explication, je pense, une explication de gravure d'ici Et peut-être. d'ici 6 mois. Vas-y Stéphanie, exprime-toi, Non, parce non, que... non. Moi, je pense sinon- que là, on est parti pour une campagne qui va être une non-campagne, où on ne va pas traiter des sujets de fond qui sont ces sujets de... est-ce qu'on a les moyens de financer notre croissance à venir? Et est-ce que derrière, on a le courage d'expliquer, parce qu'on a vécu dans une abondance budgétaire ces 2 dernières années, Ouais. est-ce qu'on a le courage d'expliquer ce qui pourrait se passer et quels sont les scénarios? Et ça, je pense qu'aucun des candidats ne va oser le faire. Et aujourd'hui, on rentre plutôt dans une logique où c'est à celui qui va inventer sa nouvelle dépense en milliards pour créer encore plus de croissance. Et là, je pense qu'à un moment, on peut se réveiller un petit peu durement. Alors, tout se passe, voilà, si tout se passe comme prévu, pas de sujet. Mais si, pour une raison X ou Y, demain, on a une nouvelle pandémie, un nouveau risque climatique qui arrive ou une cyberattaque massive, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, enfin, de toute façon, la cyberattaque massive, Stéphanie, c'est un sujet très très intéressant. Quel que soit l'état de tes finances publiques, tu seras... Ouais, mais il faut être plus ou moins en On va- mesure de l'absorber. Tu sais, c'est toujours pareil. Hein, Ouais, enfin bon, mais en même temps, je ne crois pas que avoir plus ou moins de dettes règle... Mais bon, Oui. Et peut-être juste une dernière chose qu'on n'a pas abordée et qui sera sans doute aussi un des thèmes autour de cette question de mieux rémunérer le travail, c'est la question quand même des inégalités. Parce que mieux rémunérer le travail, ça fait écho quand même aussi aux différences qui peuvent exister entre les salaires dans les entreprises. Différences qui, rappelons-le, quand même, ne sont pas considérables en France, ou en tout cas qui sont dans une norme parfaitement raisonnable par rapport aux pays développés, aux normes OCDE et en particulier aux États-Unis, par exemple. Mais mieux rémunérer le travail, ça fait également écho à ce travail-là de mise en évidence qu'il y a quand même des inégalités et certains candidats, sans doute, iront dans ce sens-là en disant... c'est quoi, enfin, après, enfin, notre système de répartition après impôt non, mais bien sûr, hein, tellement puissant. j'en suis convaincu. Je ne sais pas où est-ce que tu peux aller chercher des marges là-dessus. Oh, non moi, plus, je ne en demande fait. surtout pas à ce qu'on aille chercher des marges supplémentaires. Non, parce qu'il faut Mais- regarder. Tiens, on reprendra les chiffres parce qu'ils sont très très spectaculaires. Ah hein, oui, Je les ai pas en tête, mais bien sûr. je sais où ils sont. Après un chiffre impôt. simple, le rapport interdécile avant-après, on passe de 6,1 à 3,5 en gros, à peu près. Voilà, c'est ça. Le ratio Tu entre divises le par deux, revenu en des fait. 10% les plus riches et les revenus des 10% les plus pauvres. En gros, pour le seuil d'entrée aujourd'hui pour les 10% les plus riches, c'est à peu près 3 500 € par mois, net. Le seuil de rentrée dans les 10% les plus pauvres, c'est un peu moins, c'est d'à peu près 1 000 €, en gros. Donc on est à un ratio 3,5. S'il n'y avait pas la redistribution, ce serait le double. Voilà, à peu près. Donc il y a un énorme, effectivement, déjà effort qui est fait. N'empêche que certains candidats exploiteront l'idée que le Covid a encore creusé les inégalités. Quand bien même, on citait les données... C'est les chiffres de Bercy. Hein, voilà, il les va falloir données de attendre ceux de Bercy. l'INSEE quand même pour être sûr. Enfin, l'étage d'en dessous. Ouais. Non, Non, si je tu plaisante, dis ça, je tu as l'air de dire ce qui est... Alors non, on n'a non, pas je le droit de plaisante. dire ça. Non, je plaisante. Prof d'éco n'a pas le droit de dire ça. Mais Non, l'INSEE est totalement... non, bien sûr, c'est totalement indépendant. Mais justement, Indépendant. il y a eu une récente mesure sur quelle est l'évolution par décile des mesures prises par le gouvernement en termes de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat a plus augmenté pour les 10% les plus modestes par rapport aux 10% les plus favorisés. Donc on est sur des taux d'augmentation de pouvoir d'achat 2017-2020 qui sont quand même un peu plus favorables aux revenus faibles. Notamment dû à la revalorisation des prestations, ce que tu décrivais, Bertrand, qui vont plus vite que l'inflation. Mais cette histoire de normes budgétaires, enfin... Plus personne. Enfin, je veux dire, à partir du moment, les Américains en ont pas plus que nous, à mon avis. Non, mais peut-être même que les Allemands n'en ont plus non plus en ce moment. C'est-à-dire, tu sors d'une telle période que tu peux pas d'un claquement de doigts revenir essayer de remettre. Non, mais le problème, c'est qu'on s'est, de manière assez subreptice, on est passé de la gestion de la crise, les dépenses de santé, évidemment, pour lutter contre l'épidémie, le chômage partiel, l'activité partielle, etc. On est passé de cette réponse immédiate face à la crise à des dépenses qui sont structurellement plus élevées. C'est-à-dire que le déficit structurel s'est accru, il n'y a pas que le conjoncturel. Bon, la revalorisation des profs, c'est sans doute une très bonne mesure, c'est pas le sujet. C'est juste que c'est du structurel et ça n'a strictement rien à voir avec la pandémie.
pandémie. Bon, tous les plans de relance sur l'énergie, l'environnement, la prime Rénov', etc., qui coûtent des milliards, ça n'a strictement rien à voir avec la pandémie. Ça a tout à voir avec une volonté politique qui est tout à fait respectable de faciliter la transition énergétique. Simplement, il faut bien le payer un jour. Ce n'est pas les Allemands qui vont nous le payer. Donc, il ne faut jamais oublier que l'euro, c'est une sorte de maison dans laquelle il y a des colocataires. Voilà. Et il ne faut pas faire trop de bruit. Et puis, il y a un règlement de copropriété, etc. Voilà. Et il y a un moment... Je crois pas que depuis le temps, les colocataires, ils ont compris qu'il y avait la fête tous les samedis soirs et que tu ne pourras jamais rien y faire. Tu vois, ils ont annoncé, ils ont acheté des boules caisses. Jusqu'au jour où... Le syndic de copropriété qui s'appelle la BCE laisse beaucoup... Pour l'instant, il est plutôt coulant, le syndic. Oui. Voilà. Mais Bertrand, tu penses vraiment qu'un jour où quoi? On se réveille, tu crois qu'aujourd'hui, on se réveille sur la dette, sur le fait qu'on se dise qu'on ne peut plus vivre comme ça, alors que là, j'ai l'impression qu'on est parti dans des années d'abondance. S'il n'y avait pas la zone euro, ça fait sans doute belle lurette ça se serait soldé par un certain nombre de dévaluations, et donc d'inflation, de ponction sur le pouvoir d'achat, etc. Donc on est protégé effectivement par la zone euro, qui est une sorte pour certains pays, d'extraordinaire anesthésiant. Voilà, donc maintenant la France a été... Non, mais ça c'est très très intéressant, Bertrand, comme réflexion. Effectivement. Et on ne dira l'euro nous protège aujourd'hui, mais nous a mis dans une dépendance assez terrible, en fait. Voilà. Et pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que fera la Banque Centrale Européenne, justement. Il y a un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait avec... alors, ça peut être, le débat, il n'a pas tellement lieu sur qu'est-ce qu'on fait avec les obligations publiques achetées pendant la dette Covid. En gros, la BCE n'a aucune raison de les sortir de son bilan. Donc, c'est de la dette, de manière consensuelle, éternelle. Il y a de dette gratuite qui a une durée de vie infinie. Donc c'est de la monnaie. On est d'accord. Donc on s'en fiche pour cette partie-là. Et si on s'en fiche pour cette partie-là, le débat qu'il va y avoir aussi bien entre les économistes qu'entre les décideurs publics, c'est pourquoi on ne ferait pas la même chose sur une partie plus ou moins grande de ce qui reste. Et les débats, ils sont très importants parce que donc il y a un débat vraiment clivant. Ça va de Thomas Piketty ou Isabelle Couppet-Soubeyran pour des économistes qui sont favorables à ça, à d'autres économistes qui sont défavorables pour d'autres raisons, l'inflation et plein d'autres qui peuvent parfaitement s'entendre. La fuite devant la monnaie. Oui, le juge de paix, ce sera l'inflation. Oui, il y a un moment, le banquier central. Attends, non. Il est à 5 ou 6%. Enfin, je rappelle qu'une inflation à 5%, c'est une amputation du pouvoir. Oui, mais tu l'as pas. Non, mais tu as peut-être d'autres risques. La fuite devant la monnaie, avant même l'inflation. Mais la fuite devant la monnaie, ça génère l'inflation. Ça nous ramène au GAFA. Regarde à tout ce qui se passe. Regarde tout ce qui se passe. Avant que l'émission commence, on parlait ensemble du Bitcoin. Il faut regarder tout ça. Voilà. Face à une situation jamais vue, nous allons peut-être aussi avoir des comportements qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Et je terminerai en disant que beaucoup de travaux ont lieu aujourd'hui, y compris à la Banque Centrale Européenne, qui émanent aussi de la BCE. C'est pas que les notes de certains économistes qui envisagent dans la possibilité que la Banque Centrale Européenne ait un futur plan à nouveau de relance, mais pas non plus de relance pour financer des obligations publiques, mais de financement de toute la transition écologique. Alors il y a des chiffrages, c'est l'idée qu'on entend de plus en plus de verdissement, comme on dit, de la politique monétaire. Donc en vrai de faire du quantitative easing, mais à encore plus grande échelle et dans le vert. Et ça vient alors aussi bien de la BCE que de certains économistes. Donc tout à fait. Je ne dis pas que je suis favorable, pas du tout. Je dis simplement que ça sera un des éléments peut-être de surprise dans les années à venir. Bertrand, vas-y. Désolé, mais la transition énergétique, on a beau reprendre le sujet par tous les bouts, d'un point de vue de l'économie réelle, ça veut dire un choc d'offres négatif par l'explosion du prix de l'énergie dans les années qui viennent. Comme dans les années 70, et peut-être encore plus massif, plus durable, j'en sais rien. Renforcé peut-être par ensuite par les propositions de la Commission européenne, le fait qu'on sorte le nucléaire de la taxonomie environnementale, ce qui est une aberration totale. Donc, bref, voilà. Et or, ce choc d'offres, ce choc des prix de l'énergie, il va bien falloir l'absorber en perte de pouvoir d'achat. C'est un appauvrissement de nos pays, et la politique monétaire ne peut pas compenser ça par de la création monétaire. Sinon, c'est simplement de l'inflation, et on s'en sort pas non plus. Donc, la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire en sorte, la politique monétaire ne peut pas faire en sorte. On est au bout, les amis. On est quasiment au bout. Une phrase, ce qui est très intéressant, parce qu'il y a une dernière note alors c'est pas, c'est un peu hétérodoxe, c'est une dernière note d'une collègue de Paris 1, Isabelle Couppet-Soubeyran, qui invite à ce qu'on fasse de l'hélicoptère monnaie pour la transition écologique, qui t'a donné directement le chèque énergie aux ménages, mais
financés par la BCE. C'est ce que dit, alors, et comme quoi, nous allons terminer très consensuellement, c'est ce que dit aussi Patrick Pouyanné, Oui, le patron de Total, exactement. qui dit qu'il faut subventionner le consommateur et laisser le producteur dans les conditions de marché, dans les conditions de concurrence, tel que c'est globalement le mécanisme qui est aujourd'hui celui du marché européen. Merci Stéphanie, merci messieurs. On se retrouve donc demain. Alors justement, le prix de l'électricité, ce sera jeudi. Et demain, on parlera capital développement, capital investissement. J'ai pas eu le temps de vous poser la question, ce sera pour la prochaine fois justement de l'ISF climatique que va mettre en place Yannick Jadot. Voilà, gardez vos réflexions, ce sera pour la prochaine fois. Non, moi ça me semble... Ça m'intéresse. Pourquoi pas? Bertrand, il en peut Et en plus, matière là. d'impôt, Arrêtez de toute façon, tout ça. en matière d'impôt, on est d'une créativité Il y a extraordinaire. une taxonomie du verre, de toute façon. Donc, Ouais, voilà. ouais, absolument. Non, mais- C'était quoi? La taxonomie La taxonomie de la croissance de la potentielle. croissance potentielle. non, mais Les amis, je vous laisse là-dessus. À demain.